mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron. Je comprends tout à fait les frustrations de la population gabonaise sur ça. Malheureusement, je ne peux pas être tenu responsable de tous ces manquements-là, de tout ce temps-là. Quand on pense à votre arrestation au Gabon, on voit ces images Oui. de valises d'argent. Oui. Ces images, selon vous, elles ont été falsifiées? Mais complètement, cet argent n'a jamais été chez moi ou dans l'endroit qui est lié à moi, jamais. Nous avons la confirmation que la révolution au Gabon, c'était une révolution de palais. C'est-à-dire, le pouvoir change de nom, fait comme si il y aura amélioration, mais ça reste exactement la même famille et le même système. Au point de faire des rapports de ça à Emmanuel Macron. 2 vidéos choquantes sont sorties hier. L'interview de Noureddine Bongo, le fils d'Ali Bongo, et une vidéo d'Oligui Nguema, l'actuel président du Gabon, dans une salle avec la femme d'Ali Bongo, d'autres gens. Et dans cette vidéo, il fait clairement comprendre qu'il était préférable que le pouvoir reste dans la famille, qu'une autre personne le prenne. Qu'il ne faut pas être rancunier et qu'ils n'ont jamais vraiment fait la prison. Je parle de Noureddine et sa mère. Je vous explique ce qui se passe sur Penser le Monde. Le Gabon a été secoué en août 2023 par un coup d'État qui a renversé la famille Bongo après plus de 50 ans de règne. Dans ce contexte explosif, c'est le général Brice Clotaire Oligui Nguema qui s'est autoproclamé chef de l'État. Donc, il a rapidement repris les rênes. Et à l'époque déjà, on regardait ça d'un certain air, surtout quand on remontait la famille de la personne en question. Quelques heures plus tard, les images de Noureddine Bongo Valentin, filmées devant des valises pleines de billets, ont envahi les écrans qui ont servi de symbole pour pouvoir justifier la prise de pouvoir militaire. Aujourd'hui, près de 2 ans après les faits, Noureddine s'exprime depuis Londres. Son témoignage est une... Globalement, il affirme que tout ce que le public a vu, c'était une mise en scène et que les tortures infligées à lui et à sa mère avaient pour objectif de fabriquer un récit. Selon lui, le procès qui l'attend à Libreville n'a rien d'un véritable procès. Il parle d'une procédure spectacle, entièrement contrôlée par le général Oligui, du moins par le président Oligui désormais, et dépourvue de toute indépendance judiciaire. Il affirme qu'il ne se rendra ni ne se fera représenter au Gabon, car sa sécurité physique ne serait pas garantie. Les accusations selon lesquelles il aurait dirigé les affaires du pays après l'AVC de son père seraient, selon lui, selon Noureddine Bongo, totalement inventées pour légitimer le coup d'État. Il insiste sur le fait que son père, Ali Bongo, a témoigné devant la justice en janvier 2024 pour dédouaner son fils et sa femme de toute manipulation de signature ou alors d'abus d'autorité. Servir au peuple. Le procès aurait peut-être été une façon de vous défendre devant cette société. Mais, je comprends, mais sauf que le procès, il n'est pas juste équitable, il est biaisé. La justice n'est pas indépendante, donc ce n'est pas le bon cadre pour nous défendre. À partir du moment où le président Oligui a encore le contrôle de toutes les branches du gouvernement et des forces de sécurité, non, parce qu'à partir du moment où mon intégrité physique n'est pas... je pense que j'en souffrirai... Je souffrais encore plus que j'ai déjà souffert avant. Donc déjà, ça, c'est la première raison pour laquelle je ne peux même pas aller me défendre. Donc dans ce procès, vous n'y serez pas et vous n'y serez même pas représenté? Non, mais notre avocate localement a dit que c'est une mascarade totale. Votre père a fait un AVC. Mon père avait fait un AVC en 2018. Et il vous est reproché d'avoir mené les affaires au moment où votre père était convalescent. Exactement, c'est le narratif qui est complètement faux et qui a été choisi par le général Oligui pour... Je pense en soi faire un coup d'État pour prendre le pouvoir personnellement. Et il ne pouvait pas choisir un bouc émissaire qui était gabonais. Il fallait absolument que ce soit la Française blanche et son fils blanc, parce qu'il savait très bien que ni ma mère ni moi allons avoir le soutien d'une famille élargie au Gabon. Je précise que la fameuse femme d'Ali Bongo et sa fameuse mère a dit au tribunal qu'elle ne se souvenait pas d'avoir épousé Ali. En fait, plus simple, elle a perdu la mémoire sur tous ces événements. Voilà. Je veux savoir pourquoi je joue. Comment? Puis-je savoir pourquoi je joue?
L'un des éléments les plus médiatisés de cette affaire reste les fameuses valises de billets. Noureddin affirme que ces valises ne lui appartenaient pas et n'ont jamais été trouvées dans un lieu qui lui était lié, donc lié à lui. Il dit avoir été forcé à poser devant ces valises-là. Donc, le principe, c'était que pendant cette photo, sa femme et ses enfants étaient eux-mêmes sous pression. Donc, il n'avait pas d'autre choix. Pour lui, l'objectif n'était pas de prouver une culpabilité, mais c'était simplement de fabriquer une image forte et simple pour pouvoir diffuser ça au peuple. La scène serait le prince corrompu pris la main dans le sac. L'idée, c'est de donner en fait un alibi moral au nouveau régime. Le récit de son arrestation et de sa détention est encore plus sombre. Il dit avoir été enlevé le 29 août 2023 et non arrêté. Il dit qu'il a été kidnappé, donc il a été enlevé. Il raconte une première nuit passée au B2 dans une cellule noire, maculée d'urine et d'excréments sur les murs. Puis transféré à la prison centrale, où il aurait été enfermé dans une minuscule cellule de 4 mètres à peine, sans vêtements, sans matelas et forcé à dormir sur le béton glacé. Les gardiens venaient même inonder régulièrement la cellule d'eau pour l'empêcher de dormir et aussi pour l'exposer aux moustiques. Sa ration journalière, dont ce qu'il mangeait par jour, était réduite à un bol de riz et une sardine. Et il explique être devenu squelettique, très maigre au fil des mois. Qu'est-ce qu'il se passe en août 2023? Je suis enlevé, pas arrêté, le 29 au soir. Donc je ne vois pas la communication des militaires, je ne la vois pas. Ils avaient déjà pris le contrôle du CGE. Vous êtes ensuite enfermé dans des conditions que vous dénoncez aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'expliquer les conditions de votre incarcération? Déjà, je suis dans ce cachot à l'état-major de la garde républicaine. Ensuite, on nous amène, je pense, le 11 septembre à la DGR. Je passe une nuit au B2. Et c'est là où je suis complètement dénudé, mis dans une cellule toute noire, avec de l'urine et des excréments humains sur le sol. C'était déjà assez choquant. Ensuite, de là, je retourne à DGR pour ensuite être présenté devant le parquet et la juge d'instruction. Et ensuite, on nous envoie en prison, je pense, le 19 septembre, dans la prison centrale de Libreville, dans une cellule de 4 mètres carrés sur 4 mètres carrés. On est en caleçon, on n'a pas de vêtements. On n'a pas de matelas, on n'a pas de... C'est une cellule complètement vide, hein, c'est juste du béton cassé. Donc vous dormez au sol et on vous inonde votre cellule régulièrement, comme ça, c'est pour vous couper le sommeil parce que vous êtes toujours mouillé, c'est pour attirer les moustiques. Vraiment, ça, ce côté-là, c'est vraiment le côté psychologique du début. Étrangement, ce n'est absolument pas du tout ce qui est confirmé dans la vidéo d'Olingui où on leur demande de ne pas être rancuniers. Et il explique clairement qu'ils n'étaient pas des prisonniers, qu'ils étaient dans des endroits qui ne ressemblaient pas du tout à des réelles prisons. Ne faites pas d'autres communications. C'est ce que vous avez signé ici. La vie, c'est pas la rancœur. Ce qui est arrivé, c'est une étape. Mieux vaut que ce soit nous ici en famille que quelqu'un d'autre. C'était un autre militaire qui serait là, ça devait être la catastrophe. Ça devait être pire que ça. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Et ça, je le disais même au président Macron, qui ne sont pas en prison. Qu'on arrête de vous faire croire autre chose. Aujourd'hui, on vous libère, il n'y a pas de vengeance. Il n'y a pas à dire je veux me venger. Les tortures qu'il décrit sont d'une brutalité extrême. Mais il ne les a très probablement pas subies. Qu'on arrête de nous prendre pour des chèvres. Peut-être qu'il raconte l'histoire d'un autre, ou alors il s'inspire de ce qu'il faisait à d'autres, mais pas lui. Il dit qu'on l'a torturé dans une salle, au sous-sol du palais présidentiel. Il raconte des situations de noyade, d'écrasement d'organes génitaux, des séances d'électrocution, ou du moins d'électrochoc, des positions d'immobilisation très douloureuses et même des mises en scène destinées à lui faire croire qu'il allait mourir s'il répondait mal aux questions. Le pire reste peut-être les tortures infligées devant sa mère, décrit-il. Elle-même déjà battue, étranglée et fouettée. Sylvia Bongo aurait fait une tentative d'auto-élimination en mai 2024, profondément traumatisée par ces scènes. Leurs tentatives qui bizarrement n'aboutissent jamais là.
Zéro empathie pour ces gens. Hey, ne commencez même pas. Malgré ces conditions, Noureddine affirme avoir réussi à enregistrer les preuves grâce à ses alliés gabonais et étrangers, du moins au Gabon et à l'étranger. Des lunettes spéciales et d'autres outils lui auraient permis de capter des images, des sons depuis la cellule pendant les interrogatoires, y compris une rencontre avec le président Oligui Nguema dans le même sous-sol du palais présidentiel. Il dit avoir montré l'authenticité de ses preuves devant une justice indépendante hors du Gabon, bien évidemment. Enfin, il reconnaît avoir ignoré la réalité des prisons gabonaises pendant le règne de son père. Les conditions, c'est la prison centrale d'Ivoire, c'est l'enfer sur terre. C'est une des choses vraiment, quand j'ai revu mon père après, je lui dis sur ce point-là, c'est un gros manquement. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse avoir un endroit comme ça au Gabon. Vous n'aviez pas connaissance de la gestion de ces prisons-là au moment où votre famille était aux affaires? Complètement non. C'est vraiment un sujet sur lequel je ne me suis pas du tout... Déjà, j'ai accompagné mon père que pendant, je pense, 18 mois. C'était vraiment un rôle d'assistant sur des sujets. J'étais un peu son chef de projet. J'avoue que maintenant, forcément, après coup, je regrette de ne pas avoir... rien que visiter cette prison. Bien sûr, ils ne savaient jamais à quel point c'est dur, à quel point c'est terrible, à quel point c'est violent pour les autres, tant ils sont déconnectés de la réalité. Ils vivent perchés dans des sphères et se disent que tout le monde vit leur réalité. Non, là je suis trop gentil, il le faut exprès. C'est de la méchanceté pure et simple, parce qu'ils savent ce que vive le peuple. Il explique n'avoir été que l'assistant d'Ali Bongo pendant seulement 18 mois de règne et ne pas avoir visité ces lieux, tout en soulignant que plusieurs ministres de la justice, eux, savaient, connaissaient les conditions de vie dans les cellules, dans les prisons, sans jamais rien changer. En résumé, le témoignage de Noureddine Bongo Valentin dresse le portrait d'un pays passé d'une dynastie politique, la sienne, où il dictait la pluie et le beau temps, à une autre dynastie politique sans transformation réelle du système. Et bien évidemment, dans toute cette affaire, il est la victime. Pauvre victime que voilà, oui, il a souffert, oui, il n'a rien fait de mal. Il n'a même pas pensé à faire quelque chose de mal. L'ancien pouvoir est accusé de corruption. Le nouveau pouvoir est accusé de torture et de manipulation. Bon, déjà, on constate que c'est toujours les mêmes types de médias qui donnent la parole à ces gens. Je ne sais pas qui leur a dit que leur souffrance ou ce qu'ils ont à dire était pertinent. Mais bon, je suis de ceux qui pensent profondément qu'on ne peut pas infliger des tortures aux gens pendant des décennies, puis se plaindre de subir une infime fraction de ce qu'ils ont fait subir à des peuples tout entiers. Le témoignage de Noureddine Bongo Valentin comporte un certain nombre de contradictions que je trouve majeures. Et personnellement, ça ne rend pas tout ce qu'il raconte là crédible. La première contradiction concerne les lieux de sa détention. Une autre contradiction concerne les preuves vidéo qu'il dit avoir enregistrées en secret grâce à des lunettes caméra et d'autres gadgets. D'accord, agent du groupe. Bonsoir les filles. L'idée même d'introduire un dispositif électronique dans une prison militaire, puis dans le sous-sol du palais présidentiel, c'est extrêmement improbable. Comment un détenu, décrit comme affaibli, électrocuté, fouillé, parfois nu, aurait-il pu conserver du matériel sans que les gardiens ne le découvrent? En ce moment, il y a des vidéos sur les réseaux sociaux qui sont en train de tourner, des vidéos au domicile d'Ali Bongo, où est présent le procureur qui est en charge de votre poursuite. Il y a aussi des vidéos de discours entre vous et vos geôliers, vos tortionnaires, où on vous demande où est passé l'argent et vos comptes à l'étranger. Comment est-ce que vous avez réussi à filmer? Il y a de belles personnes au Gabon. Il y a des gens qui sont réellement bons. Et donc, on a réussi à avoir le soutien d'un bon nombre de personnes qui ont aidé comme ils pouvaient. Et j'ai aussi beaucoup d'amis à l'étranger, donc qui sont assez débrouillards, on va dire. Donc, ils ont réussi à faire envoyer, à se mettre en contact avec toutes les personnes nécessaires pour me faire parvenir ces lunettes. Il n'y avait pas que des lunettes. J'avais aussi d'autres outils que je ne veux pas trop dévoiler encore tout de suite, mais c'est pour ça que vous voyez des fois c'est des audios, des fois c'est des vidéos. Et j'ai pu capturer beaucoup de choses. Et tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dénonçait, que ce soit nos tortures, que ce soit que des tortures se passaient au sous-sol du palais, on peut le prouver. On peut prouver qu'on est tous du palais. J'ai pu filmer notre rencontre avec le général lui-même. Et vous imaginez une vidéo qui démontre
Des gens en train de se faire torturer au sous-sol de l'Élysée. Mais c'est ce qu'on a. Comment stocker? Non, on va être sérieux. Ce n'est pas les films d'espions. Stocker, alimenter et transmettre ces vidéos dans un environnement aussi sécurisé. Il n'apporte aucune explication technique sur la batterie, la mémoire, la transmission ou les conditions d'utilisation. Même pas la marque. C'est-à-dire qu'on nous prend pour des chèvres à un niveau... Je ris, non, mais en fait, ça m'agace. Toute cette partie du témoignage manque de réalisme dans un contexte carcéral militaire. Vous pensez être dans un jeu vidéo. Peut-être que nous avons affaire à Jack Bauer, je ne sais pas. La présence de sa mère lors des tortures pose également un problème de cohérence. Mais bon, vous comprenez l'idée derrière. C'est de dire, on m'a torturé même devant ma mère, ma pauvre mère, qui ne pouvait pas supporter de voir son fils torturé. Et il vous appelle à vous mettre à la place de sa mère. Vous êtes une maman, vous voyez votre fils se faire torturer comme ça, vous-même après avoir été tabassé. C'est l'idée là, c'est cette émotion qui veut faire jaillir en nous. Ça ne marche pas. Parce que comme vous vouliez l'entendre ou non, il n'a rien subi. Même pas un centime. Il n'a rien subi de ce qu'il a fait subir à des peuples. Une autre incohérence majeure concerne son état physique et mental. Il se décrit comment? Extrêmement affaibli, affamé, amaigri, presque brisé psychologiquement, dormant très mal et subissant des inondations volontaires de cellules pour l'empêcher de se reposer. Pourtant, en même temps, celui qui s'est décrit comme ça là, cet enfant roi, affaibli et fragile, qui n'a jamais suivi d'entraînement militaire de haut niveau, affirme avoir mis en place, dans cet état extrême d'épuisement, il a mis en place tout un réseau clandestin sophistiqué. Il a pu obtenir des lunettes qu'il a pu cacher. Il a dissimulé ses objets pendant des fouilles. Il a fait des enregistrements vidéo, stocké les fichiers compromettants, gérer les communications et toute une coordination extérieure et logistique. Ah, c'est-à-dire, oui, mission impossible. Non, bravo. Bravo. Qu'on soit clair, il est improbable qu'un détenu, dans un état physique aussi dégradé, soit capable de mener à bien ce niveau d'organisation et de réflexion stratégique. Les gens jouent avec cette affaire-là. Sachez que même une personne entraînée tient difficilement à la torture. Si ce sont les vous et les moi là, on ne tient même pas un jour. C'est-à-dire, les gens pensent que la torture c'est une blague. Je dis bien, un civil comme vous et moi, dans ce genre de conditions, on ne tient pas 24 heures. Et encore, 24 heures c'est pour les meilleurs d'entre nous, les gens les plus robustes et les plus solides. Et dans tout ça, vous pensez qu'il aura l'esprit sain de réfléchir, d'organiser une logistique pareille? La description de la sécurité du palais présidentiel constitue une autre contradiction. Le sous-sol d'un palais présidentiel est un des lieux les plus surveillés d'un État, rempli de gardes, de caméras et de contrôles. L'idée qu'un détenu, affaibli, surveillé et parfois même dénudé puisse filmer clandestinement une rencontre avec le chef de l'État dans un tel lieu, entre nous. Et bien sûr, il n'explique pas comment les agents n'ont pas remarqué, n'ont jamais remarqué, ni les enregistrements, ni comment les trucs font pour sortir, pour entrer, ni le matériel, tout est intact. D'ailleurs, il n'explique même pas comment il revient ultérieurement en prison centrale avec des preuves vidéo toujours en sa possession. On observe des bugs dans le narratif global. Il dit qu'il ne connaissait pas les conditions des prisonniers gabonais avant son arrestation parce qu'il n'était que l'assistant de son père. Pourtant, il occupait officiellement un poste central, coordinateur des affaires présidentielles, un rôle qui implique une connaissance profonde de l'appareil d'État. Je ne crois pas une seule seconde qu'un homme aussi proche du pouvoir ait pu ignorer l'état des infrastructures carcérales, surtout dans un régime aussi centralisé. Donc, il savait. Mais comme il ne subissait pas cette violence, il essaie. Ça allait de toute façon. Ça ne le concernait pas et ça ne pouvait même jamais le concerner. Et enfin, il existe une contradiction psychologique et narrative. Il nie absolument tout, sans nuance. Qu'il s'agisse des valises d'argent, de ses responsabilités politiques, des accusations, des signatures ou de tout élément documentaire existant, il nie tout. Un témoignage sincère comporte généralement des zones d'ombre, c'est normal. Des regrets, des nuances, c'est normal. Chez lui, tout est nié, en bloc. Ce qui donne l'impression d'un discours calibré plutôt qu'une réelle confession spontanée. Ça ne marche pas. Ça ne prend même pas un instant. À cela s'ajoute
La contradiction extrême avec les déclarations publiques du président Oligui filmées en train d'affirmer que Noureddine et sa mère n'étaient pas réellement emprisonnés. On ne sait pas où ils étaient, mais il a dit ici. Donc ils étaient probablement là-bas. Vous n'étiez pas en prison, vous étiez ici. Peut-être les conditions n'étaient pas les mêmes que la maison, mais vous n'étiez pas en prison. Si vous regardez l'interview intégrale, vous allez vous rendre compte que Noureddine ne répond jamais directement à toutes ces déclarations, alors même qu'elles sont publiques. Est-ce que la fuite de la vidéo de Oligui est fausse? Est-ce que ce qu'il dit est faux? Donc, on a deux récits diamétralement opposés. Les deux ne peuvent pas être vrais en même temps. Le truc, c'est qu'il ne clarifie aucun point. Tout le témoignage de Noureddine Bongo contient de nombreuses incohérences sur les lieux de détention, la logistique des transferts, la présence de sa mère, la possibilité matérielle et physique de filmer, la cohérence entre son état physique et ses actions, son ignorance proclamée du système et son narratif entièrement lissé. Narratif dans lequel, bien évidemment, il n'a jamais rien fait de mal, tout était bien fait, tout était parfait, il ne faisait que son travail, il ne faisait que tout de la manière la plus faisable possible. Et lui, on lui a pris son pays, on lui a pris son argent, on lui a pris son nom, sa renommée, alors qu'il dirigeait le Gabon avec amour, galanterie, prospérité et justice. Voilà comment il présente la situation. L'écart entre la violence spectaculaire qu'il décrit et la faisabilité concrète de ce qu'il affirme, je vous le dis très clairement, je n'y crois pas une seule seconde, même pas une tiers. Mais l'affaire Noureddine Bongo Valentin ressemble à une vitrine brisée. C'est-à-dire que chaque fragment coupe différemment, forme, taille et tout, mais l'ensemble raconte la même histoire. La vitre est brisée. Et ici, c'est celle du pouvoir qui ne cherche jamais vraiment de logique, seulement des costumes. Il met les mots sur une mécanique classique dans beaucoup de pays africains post-coloniaux, c'est-à-dire une justice tenue en laisse par le pouvoir politique utilisé, non pour juger, mais pour raconter une histoire. Dans ce cas précis, le nouveau régime gabonais n'a pas jugé des actes, mais une famille, un nom, un héritage symbolique d'ailleurs. Ils ont fait semblant de juger tout ça, puisqu'après ils sont partis tranquillement poser sans pression. Aucune conséquence comme d'habitude. Et je l'ai déjà décrit à plusieurs reprises ici. Des gens font du mal et à la fin ils n'ont aucune conséquence. Donc ça veut dire qu'il n'y a que du positif à faire le mal. Littéralement, c'est ça que l'on retient. En tout cas, ils ont été très fidèles au script des coups d'État modernes. On offre au peuple une image de sauveur. Avec lui, ce sera différent. Du côté Bongo, on retrouve la psychologie classique des élites nées dans un système où tout est hérité. Le pouvoir, la richesse, la protection et la perception du monde. Quand il grandit dans un espace où la souffrance des autres est abstraite, où l'État est une extension de sa famille, les gars là finissent en fait, ils finissent par se voir comme naturels, comme légitimes, comme divins, comme indispensables. Sans eux, le pays disparaît. Dans cette logique, l'injustice commence le jour exact où ils deviennent les victimes de ça. Pas avant, même pas une seconde avant. Avant qu'ils ne puissent subir les affres de leur propre régime, tout va bien. L'injustice n'existe pas. Le monde, il est merveilleux et magnifique. Dès l'instant où ils subissent un petit truc, ils se mettent à crier, ils pleurent, ils hurlent. Et c'est même ça qui m'énerve particulièrement. C'est que quand ils font subir des torts aux autres, ça va. Quand on les fait subir une petite tape sur la joue, ils pleurent, ils se couchent, ils crient, ils hurlent. On veut les tuer. Comme si on voulait les éliminer, ça n'aurait pas été fait depuis. C'est la psychologie des privilégiés qui ne découvrent le monde réel que lorsque ce monde réel s'abat sur eux. Et encore, je trouve que le monde réel ne s'est pas abattu sur eux. Donc, au final, on a le même clan qui veut se présenter comme deux clans qui partagent la même matrice psychologique, un narcissisme politique enraciné. Aucun ne se voit comme le coupable. Tous prétendent mériter le pouvoir. Tous se vivent comme victimes dès qu'ils perdent. Tous manquent d'introspection et n'ont jamais affronté la souffrance réelle du citoyen ordinaire. Leur monde est celui de la hauteur. Ils sont tellement hauts. Un étage où la réalité n'entre jamais. La lumière même de la réalité n'arrive jamais chez eux. Cette affaire, au-delà des accusations, montre surtout l'échec d'un système. Le drame du Gabon et de beaucoup trop de pays africains n'est pas qu'une famille ait été remplacée par une autre. C'est que le modèle de pouvoir reste le même.
C'est-à-dire basé sur la violence, l'impunité, la manipulation, la famille comme institution politique, les symboles au lieu des faits, la force au lieu du droit. Et c'est peut-être là le scandale ultime, hein, parce que le pouvoir ne change pas les méthodes, il change seulement les cibles. C'est tout. Bref, voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses. Dites-moi également d'où vous regardez cette vidéo et on se retrouve une prochaine fois.